Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 3 juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une femme mariée qui se surprend secrètement à rêver d'une autre vie, à rêver de Paris, de ses fêtes, de ses célébrités, de ses vices. Elle réalise qu'elle prend de l'âge et désire goûter à ses plaisirs inconnus avant qu'il ne soit trop tard. Elle décide alors de quitter sa province pour quelques jours et de se rendre à la capitale sous un faux prétexte pour goûter secrètement à cette vie qui l'obsède. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour finir la semaine en douceur et se préparer à sombrer dans un sommeil réparateur. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Nathalie de Paris, Souad d'Aulnay-sous-Bois et Constance de Romilly-sur-Seine, et merci d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et permettez-vous de déconnecter de votre journée. Prenez simplement quelques instants pour observer votre position sur le matelas, le rythme de votre respiration, sans rien attendre de particulier. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Portez votre attention sur votre visage et commencez par relâcher la mâchoire. Puis la langue, puis le nez et les joues, et vos paupières. L'espace entre vos deux sourcils qui se décrispent, et enfin votre front. Prenez un instant pour observer le reste de votre corps, et s'il reste quelques tensions ici et là, tâchez de les relâcher et de vous détendre complètement. Plus vous inspirez, plus vous vous sentez calme et paisible. Plus vous expirez, plus les tensions et les pensées parasites s'évanouissent. Imaginez à présent une plume qui a la capacité d'irradier la détente et la relaxation partout où elle passe. Elle peut être de la couleur que vous souhaitez, mais elle a la particularité d'être incroyablement douce, aussi douce que le cachemire. Elle se dépose au milieu de votre front, juste à la racine de vos cheveux, et commence à descendre tout doucement, tout en délicatesse. Jusqu'à votre nez, puis au niveau de votre bouche, puis de votre menton. Avant d'arriver à votre cou, puis au niveau de la poitrine.
et de votre ventre qui est envahi d'un sentiment de bien-être et de confort. Et enfin de votre région pelvienne. Avant de remonter lentement au niveau de votre bas dos et de votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, avant d'arriver au niveau des trapèzes. Et de vos épaules qui s'abandonnent complètement sur le matelas. Avant de remonter le long de votre nuque, et de votre tête, désormais parfaitement relâchée. Jusqu'à venir se déposer à son point de départ, délicatement. Prenez un instant à présent pour ne rien faire d'autre que d'apprécier ce moment de tranquillité. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant, une aventure parisienne. Est-il un sentiment plus aigu que la curiosité chez la femme? Savoir connaître, toucher ce qu'on a rêvé, que ne ferait-elle pas pour cela? Une femme, quand sa curiosité impatiente est en éveil, commettra toutes les folies, toutes les imprudences, aura toutes les audaces, ne reculera devant rien. Je parle des femmes vraiment femmes, douées de cet esprit à triple fond qui semble à la surface raisonnable et froid, mais dont les trois compartiments secrets sont remplis. L'un d'inquiétude féminine toujours agitée, l'autre de ruse colorée en bonne foi, de cette ruse de dévot sophistiquée et redoutable. Le dernier enfin de canaillerie charmante, de tromperie exquise, de délicieuse perfidie, de toutes ces perverses qualités qui poussent au suicide les amants imbécilement crédules, mais ravissent les autres. Celle dont je veux dire l'aventure était une petite provinciale platement honnête jusque-là. Sa vie, calme en apparence, s'écoulait dans son ménage entre un mari très occupé et deux enfants qu'elle élevait en femme irréprochable. Mais son cœur frémissait d'une curiosité inassouvie, d'une démangeaison d'inconnu. Elle songeait à Paris sans cesse et lisait avidement les journaux mondains. Le récit des fêtes, des toilettes, des joies faisait bouillonner ses désirs,
mais elle était surtout mystérieusement troublée par les échos pleins de sous-entendus, par les voiles à demi soulevées des phrases habiles et qui laissent entrevoir des horizons de jouissances coupables et ravageantes. De là-bas, elle apercevait Paris dans une apothéose de luxe magnifique et corrompu. Et pendant les longues nuits de rêve, bercées par le ronflement régulier de son mari qui dormait à ses côtés sur le dos, avec un foulard autour du crâne, elle songeait à ces hommes connus dont les noms apparaissaient à la première page des journaux comme de grandes étoiles dans un ciel sombre. Et elle se figurait leur vie affolante avec de continuelles débauches, des orgies antiques épouvantablement voluptueuses et des raffinements de sensualité si compliqués qu'elle ne pouvait même pas se les figurer. Les boulevards lui semblaient être une sorte de gouffre des passions humaines et toutes leurs maisons recelaient assurément des mystères d'amour prodigieux. Elle se sentait vieillir cependant. Elle vieillissait sans avoir rien connu de la vie, sinon ses occupations régulières, odieusement monotones et banales, qui constituent, dit-on, le bonheur du foyer. Elle était jolie encore, conservée dans cette existence tranquille comme un fruit d'hiver dans une armoire close, mais rongée, ravagée, bouleversée d'ardeurs secrètes. Elle se demandait si elle mourrait sans avoir connu toutes ces ivresses damnantes, sans s'être jetée une fois seulement, une seule fois tout entière, dans ce flot des voluptés parisiennes. Avec une longue persévérance, elle prépara un voyage à Paris, inventa un prétexte, se fit inviter par des parents, et son mari, ne pouvant l'accompagner, partit seul. Sitôt arrivée, elle sut imaginer des raisons qui lui permettraient au besoin de s'absenter de jour, ou plutôt de nuit, s'il le fallait, ayant retrouvé, disait-elle, des amis qui demeuraient dans la campagne suburbaine. Et elle chercha. Elle parcourut les boulevards sans rien voir, sinon le vice errant et numéroté. Elle sonda de l'œil les grands cafés, lut attentivement la petite correspondance du Figaro, qui lui apparaissait chaque matin comme un rappel de l'amour. Et jamais rien ne la mettait sur la trace de ces grandes orgies d'artistes et d'actrices. Rien ne lui révélait les temples de ces débauches qu'elle s'imaginait fermés par un mot magique, comme la caverne des 1001 nuits et ces catacombes de Rome où s'accomplissaient secrètement les mystères d'une religion persécutée. Ses parents, petits bourgeois, ne pouvaient lui faire connaître aucun de ces hommes en vue dont les noms bourdonnaient dans sa tête. Et désespérée, elle songeait à s'en retourner quand le hasard vint à son aide. Un jour, comme elle descendait la rue de la Chaussée-d'Antin, elle s'arrêta à contempler un magasin rempli de ces bibelots japonais si colorés qu'ils donnent aux yeux une sorte de gaieté. Elle considérait les mignons ivoires bouffons, les grandes potiches aux émaux flambants, les bronzes bizarres, quand elle entendit à l'intérieur de la boutique le patron qui, avec force révérence, montrait à un gros petit homme chauve de crâne et gris de menton un énorme magot ventru, pièce unique, disait-il. Et à chaque phrase du marchand, le nom de l'amateur, un nom célèbre, sonnait comme un appel de clairon. Les autres clients, des jeunes femmes, des messieurs élégants, contemplaient d'un coup d'œil furtif et rapide, d'un coup d'œil comme il faut et manifestement respectueux, l'écrivain renommé qui, lui, regardait passionnément le magot de porcelaine. Ils étaient aussi laids l'un que l'autre, laids comme deux frères sortis du même flanc. Le marchand disait : « Pour vous, monsieur Jean Varin, je le laisserai à 1000 francs. C'est juste ce qu'il me coûte. Pour tout le monde, ce serait 1500 francs, mais je tiens à ma clientèle d'artistes et je lui fais des prix spéciaux. Ils viennent tous chez moi, monsieur Jean Varin. Hier, monsieur Busnac m'a acheté une grande coupe ancienne. J'ai vendu l'autre jour 2 flambeaux comme ça à monsieur Alexandre Dumas. Tenez, cette pièce que vous tenez là, si monsieur Zola la voyait,
elle serait vendue, monsieur Varin. L'écrivain, très perplexe, hésitait, sollicité par l'objet mais songeant à la somme, et il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert. Elle était entrée tremblante, l'œil fixé effrontément sur lui, et elle ne se demandait même pas s'il était beau, élégant ou jeune. C'était Jean Varin lui-même, Jean Varin. Après un long combat, une douloureuse hésitation, il reposa la potiche sur une table. « Non, c'est trop cher, dit-il. » Le marchand redoublait d'éloquence. « Oh, monsieur Jean Varin, trop cher, cela vaut 2000 francs comme un sou. » L'homme de lettres répliqua tristement, en regardant toujours le bonhomme aux yeux d'émail. « Je ne dis pas non, mais c'est trop cher pour moi. » Alors, elle, saisie d'une audace affolée, s'avança. « Pour moi, dit-elle, combien ce bonhomme ?» Le marchand surpris répliqua. « 1500 francs, madame. » « Je le prends. » L'écrivain, qui jusque-là ne l'avait même pas aperçue, se retourna brusquement et il la regarda des pieds à la tête en observateur, l'œil un peu fermé, puis, en connaisseur, il la détailla. Elle était charmante, animée, éclairée soudain par cette flamme qui jusque-là dormait en elle. Et puis, une femme qui achète un bibelot de 1500 francs n'est pas la première venue. Elle eut alors un mouvement de ravissante délicatesse, et se tournant vers lui, la voix tremblante. « Pardon, monsieur, j'ai été sans doute un peu vive. Vous n'aviez peut-être pas dit votre dernier mot. » Il s'inclina. « Je l'avais dit, madame. » Mais elle, tout émue. « Enfin, monsieur, aujourd'hui ou plus tard, s'il vous convient de changer d'avis, ce bibelot est à vous. Je ne l'ai acheté que parce qu'il vous avait plu. » Il sourit, visiblement flatté. « Comment donc me connaissiez-vous » dit-il. Alors elle lui parla de son admiration, lui cita ses œuvres, fut éloquente. Pour causer, il s'était accoudé à un meuble et plongeant en elle ses yeux aigus, il cherchait à la deviner. Quelquefois, le marchand, heureux de posséder cette réclame vivante, de nouveaux clients étant entrés, criait à l'autre bout du magasin. « Tenez, regardez ça, monsieur Jean Varin. Est-ce beau ?» Alors toutes les têtes se levaient, et elle frissonnait de plaisir à être vue ainsi causant intimement avec un illustre. Grisée enfin, elle eut une audace suprême, comme les généraux qui vont donner l'assaut. « Monsieur, dit-elle, faites-moi un très grand plaisir. Permettez-moi de vous offrir ce magot comme souvenir d'une femme qui vous admire passionnément et que vous aurez vue 10 minutes. » Il refusa, elle insistait. Il résista, très amusé, riant de grand cœur. Elle, obstinée, lui dit « Eh bien, je vais le porter chez vous tout de suite, où demeurez-vous » Il refusa de donner son adresse, mais elle, l'ayant demandé au marchand, la connut, et son acquisition payée, elle se sauva vers un fiacre. L'écrivain courut pour la rattraper, ne voulant point s'exposer à recevoir ce cadeau qu'il ne saurait à qui rapporter. Il la joignit quand elle sautait en voiture et il s'élança, tomba presque sur elle, culbuté par le fiacre qui se mettait en route. Puis il s'assit à son côté, fort ennuyé. Il eut beau prier, insister, elle se montra intraitable. Comme ils arrivaient devant la porte, elle posa ses conditions. « Je consentirai, dit-elle, à ne point vous laisser cela si vous accomplissez aujourd'hui toutes mes volontés. » La chose lui parut si drôle qu'il accepta. Elle demanda « Que faites-vous ordinairement à cette heure-ci » Après un peu d'hésitation, « Je me promène, dit-il. » Ils partirent.
Il fallut qu'il lui nommât toutes les femmes connues, surtout les impures, avec des détails intimes sur elles, leur vie, leurs habitudes, leur intérieur, leurs vices. Le soir tomba. « Que faites-vous tous les jours à cette heure ?» dit-elle. Il répondit en riant. « Je prends l'absinthe. » Alors, gravement, elle ajouta. « Alors, monsieur, allons prendre l'absinthe. » Ils entrèrent dans un grand café du boulevard qu'il fréquentait et où il rencontra des confrères. Il les lui présenta tous. Elle était folle de joie. Et ce mot sonnait sans répit dans sa tête. Enfin, enfin. Le temps passé, elle demanda « Est-ce l'heure de votre dîner ?» Il répondit « Oui, madame. »« Alors, monsieur, allons dîner. » En sortant du café Bignon. « Le soir, que faites-vous » dit-elle. Il la regarda fixement. « Cela dépend. Quelquefois, je vais au théâtre. »« Eh bien, monsieur, allons au théâtre. » Ils entrèrent au vaudeville, par faveur grâce à lui, et gloire suprême, elle fut vue par toute la salle à son côté, assise au fauteuil de balcon. La représentation finie, il lui baisa galamment la main. « Il me reste, madame, à vous remercier de la journée délicieuse. » Elle l'interrompit. « À cette heure-ci, que faites-vous toutes les nuits ?»« Mais je rentre chez moi. » Elle se mit à rire d'un rire tremblant. « Eh bien, monsieur, allons chez vous. » Et ils ne parlèrent plus. Elle frissonnait par instants, toute secouée des pieds à la tête, ayant des envies de fuir et des envies de rester, avec tout au fond du cœur une bien ferme volonté d'aller jusqu'au bout. Dans l'escalier, elle se cramponnait à la rampe tant son émotion devenait vive, et il montait devant, essoufflé, une allumette bougie à la main. Dès qu'elle fut dans la chambre, elle se déshabilla bien vite et se glissa dans le lit sans prononcer une parole, et elle attendit, blottie contre le mur. Mais elle était simple comme peut l'être l'épouse légitime d'un notaire de province, et lui plus exigeant qu'un pacha à 3 queues. Ils ne se comprirent pas du tout. Alors, il s'endormit. La nuit s'écoula, troublée seulement par le tic-tac de la pendule, et elle, immobile, songeait aux nuits conjugales, et sous les rayons jaunes d'une lanterne chinoise, elle regardait navrée à son côté ce petit homme sur le dos tout rond dont le ventre en boule soulevait le drap comme un ballon gonflé de gaz. Il ronflait avec un bruit de tuyaux d'orgue, des renâclements prolongés, des étranglements comiques. Ses 20 cheveux profitaient de son repos pour se rebrousser étrangement, fatigués de leur longue station fixe sur ce crâne nu dont il devait voiler les ravages. Et un filet de salive coulait d'un coin de sa bouche entr'ouverte. L'aurore enfin glissa un peu de jour entre les rideaux fermés. Elle se leva, s'habilla sans bruit, et déjà elle avait ouvert à moitié la porte quand elle fit grincer la serrure, et il s'éveilla en se frottant les yeux. Il demeura quelques secondes avant de reprendre entièrement ses sens, puis quand toute l'aventure lui fut revenue, il demanda « Eh bien, vous partez ?» Elle restait debout, confuse. Elle balbutia. « Mais oui, voici le matin. » Il se mit sur son séant. « Voyons, dit-il, à mon tour, j'ai quelque chose à vous demander. » Elle ne répondait pas. Il reprit. « Vous m'avez bigrement étonné depuis hier. Soyez franche. Avouez-moi pourquoi vous avez fait tout ça, car je n'y comprends rien. » Elle se rapprocha doucement, rougissante comme une vierge. « J'ai voulu connaître le vice. Eh bien, ce n'est pas drôle. » Et elle se sauva,
descendit l'escalier, se jeta dans la rue. L'armée des balayeurs balayait, il balayait les trottoirs, les pavés, poussant toutes les ordures au ruisseau. Du même mouvement régulier, d'un mouvement de faucheurs dans les prairies, il repoussait les boues en demi-cercle devant eux, et de rue en rue, elle les retrouvait comme des pantins montés, marchant automatiquement avec un ressort pareil. Et il lui semblait qu'en elle aussi on venait de balayer quelque chose, de pousser au ruisseau, à l'égout, ses rêves surexcités. Elle rentra essoufflée et glacée, gardant seulement dans sa tête la sensation de ce mouvement des balais nettoyant Paris au matin. Bonne nuit. Bonne nuit.